Bonjour, je me présente, je suis le professeur Nora Léry, prof en maladies infectieuses et option en pédiatrie infectieuse. J'ai 5 cours avec vous. Le premier, on va commencer par les méningites à liquide clair. Donc, il y a des objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est l'objectif de savoir. Savoir quoi? C'est identifier les germes responsables des méningites à liquide clair et citer les arguments d'orientation étiologique. Et on a un objectif de savoir-faire, c'était de citer les outils du diagnostic étiologique afin de prendre en charge le malade correctement. Le dernier objectif, c'est l'objectif de savoir-être, c'est la prise en charge complète du malade sur le plan curatif et le plan préventif. Donc, on va procéder par un plan de travail. On va commencer d'abord par l'introduction. Il y a une démarche diagnostique à suivre, notamment le syndrome infectieux, le méningite partant, le syndrome encéphalytique. On doit décrire le syndrome infectieux. On doit évaluer les signes de gravité. On doit confirmer est-ce qu'il y a des signes associés de méningoencéphalite à liquide clair ou non. On doit rechercher après l'étiologie par une démarche qui repose sur l'interrogatoire qui doit être minutieux, un examen clinique quotidien et complet et des examens complémentaires bien sûr. On doit décrire les étiologies, notamment les étiologies virales, les étiologies bactériennes, l'étiologie parasitaire, l'étiologie mycosique. Et après, on va procéder à des cas particuliers, notamment les âges extrêmes. Et on doit conclure par la suite. Donc, il s'agit d'une inflammation des méninges et du LCS, le liquide cérébrospinal, avec un aspect de liquide macroscopiquement clair. Elle est très fréquente. Le plus souvent, elle est bénigne, dominée par les méningites virales dans 90% des cas. En revêtant bien sûr un caractère saisonnier épidémique, touchant surtout les enfants et les nourrissons qui sont spontanément curables et ne nécessitent qu'une surveillance. Donc le principal problème posé par ces méningites est celui bien sûr du diagnostic étiologique en raison de la multiplicité des causes possibles. Donc les méningites infectieuses à liquide clair peuvent être d'origine bactérienne, virale, mucosique ou bien parasitaire. Sa gravité potentielle est liée à certaines étiologies, notamment la méningoencéphalite herpétique, la méningoencéphalite tuberculeuse et la listeria. Aussi, elle est liée à l'importance aussi du terrain sur lequel elle survient cette maladie. Donc, la classification, la préoccupation aussi de cliniciens, bien sûr, d'identifier en plus des étiologies qui nous posent un problème, des étiologies graves, qui nécessitent un traitement urgent devant un tableau clinique inquiétant avec des signes, bien sûr, de gravité mettant en jeu le pronostic vital et qu'on doit évaluer dès le début. Cette difficulté peut être orientée par la classification de ces méningites en fonction de leur cellularité et de leur biochimie qui fait sortir 3 entités. Méningite lymphocytaire normoglycorachique, normoalbuminorachique et méningite lymphocytaire hypoglycorachique, hyperalbuminorachique et méningite APNN hypoglycorachique, hyperalbuminorachique. Pardon. Donc le diagnostic étiologique sera guidé par l'analyse des données épidémiologiques, cliniques et paracliniques. Le tableau clinique est polymorphe et on note la prédominance du tableau encéphalytique qui masque parfois le syndrome méningé. Donc une PL s'impose en absence de contre-indications. La méningite tuberculeuse, bien sûr, elle demeure une pathologie d'actualité vu l'endémicité de la tuberculose sous nos contrées. La sévérité de cette infection impose de l'évoquer, de rechercher les éléments en faveur et
il faut retenir que toute méningite à liquide clair lymphocytaire d'installation progressive avec hypoglycórachie oriente vers une cause tuberculeuse jusqu'à preuve du contraire. Devant la prescription anarchique des antibiotiques et la difficulté de différencier entre les deux méningites bactériennes et à liquide clair, il y a des scores qui ont été établis qui permettent bien sûr de distinguer entre les méningites bactériennes et virales chez l'enfant et l'adulte, le BMS et le méningitest ou bien le score de OM. Donc, la certitude diagnostique repose sur l'isolement du germe dans le LCS, à l'examen direct, la culture et la PCR. Et le pronostic, il est en fonction de la précocité du diagnostic et d'un traitement adapté urgent. Cependant, la mortalité et les séquelles restent élevées. Donc ici, c'est des arguments cliniques et biologiques qui font la différence entre les deux méningites bactériennes et virales. Donc il y a l'aspect septique pour la bactérienne, et il y a un risque d'avoir des troubles hémodynamiques sévères avec un choc. Il y a même une lésion, un élément nécrotico-échymotique, un purpura, c'est une pétichée qui dépasse 3 mm. Et généralement, pour les bactériennes, il y a une prédominance des signes généraux par rapport aux signes fonctionnels. Contrairement à la méningite virale, on trouve des signes fonctionnels qui prédominent, notamment des céphalies intenses, des vomissements, la constipation. Et on trouve beaucoup de... Mais on a remarqué, selon notre petite expérience, que c'est quand on prélève, quand on fait une PL, une ponction lombaire, on sent, par rapport peut-être au signe d'H ici, quand il y a une atteinte virale, méningite d'origine virale, il y a un soulagement, il y a une petite amélioration clinique. Il y a aussi le bilan, c'est-à-dire la PL, bien sûr, il y a l'hypoglycórachie, parce que généralement les bactéries, elles consomment le glucose, mais il y a certains virus au tout début peuvent se manifester par une hypoglycórachie. Mais ici, on trouve dans la bactérienne la leucocytose qui est importante avec une hyperalbuminorachie, et là, c'est le bilan inflammatoire, il est très élevé. Ici, le score, le méningitest chez l'enfant. Ça permet de nous éviter de prescrire anarchiquement les antibiotiques au pavillon des urgences. Il y a au moins un critère de ces critères suivants qui permet de nous orienter vers une méningite bactérienne et nous incite à prescrire un antibiotique, soit une convulsion, soit un aspect toxique. L'aspect toxique, c'est l'altération de l'état général, l'aspect terreux, il y a une asthénie importante et tout. Il y a un purpura aussi, la procalcitance, si elle dépasse 0,5 nanogrammes par millilitre. Si elle a la coloration de grammes de LCR, donc ça pose le diagnostic d'emblée. La protéinorachie, bien sûr, si elle dépasse 0,5, ce méningitest, il est sensible à 100%, mais la spécificité, elle est légèrement, la dépasse généralement légèrement 50%. Donc il y a une démarche diagnostique à suivre. Il faut qu'on reconnaisse d'abord c'est quoi le syndrome méningé, c'est quoi le syndrome encéphalitique. Syndrome méningé, il associe bien sûr les signes fonctionnels, notamment les céphalées, les vomissements, la constipation, les signes physiques, la raideur de la nuque, signes du Kürning, signes de la raideur de Brudzinski, parce que j'ai oublié de corriger, et les troubles vasomoteurs. Les signes fonctionnels, l'association céphalée, vomissement, constipation, ça s'appelle le trépied méningite. Après le syndrome encéphalitique, généralement, il y a une fréquence importante d'association des signes neurologiques au syndrome méningé dans le cadre des méningites à liquide clair. Donc, ils sont d'apparition secondaire au syndrome méningé, où émerge d'emblée le tableau clinique. C'est des troubles de la conscience allant de l'ordinaire jusqu'au coma, des troubles psychiatriques, convulsions, il y a des signes non-végétatifs et des signes déficitaires. Il y a le syndrome infectieux. Ici, on le trouve d'intensité variable selon l'âge, le terrain et l'agent bien sûr pathogène. Ils sont parfois marqués, associant bien sûr une fièvre, frisson, tachycardie et un faciès vide. Donc, après avoir reconnaître le syndrome méningé et le syndrome encéphalitique, il faut qu'on évalue d'abord les critères de gravité.
Ces critères, ils se résument aux troubles des fonctions supérieures et aux signes de localisation neurologique en faveur des méningoencéphalies, troubles de la conscience jusqu'au coma et l'état de choc, ainsi que les troubles hémodynamiques et neurovégétatifs. Pardon. Tous signes de gravité imposent une hospitalisation aux unités de soins intensifs. Elles sont a priori plus graves chez le nourrisson, l'enfant, le sujet âgé et en cas d'intérêt associé ou en cas d'une affection nosocomiale. Ici, le diagnostic est porté tardivement. Donc, il y a un diagnostic qui est posé, syndrome méningé, syndrome encéphalytique. J'ai éliminé les signes de gravité. Je dois confirmer la méningoencéphalite liquide clair. Donc, l'existence d'un syndrome méningé fibrile sans signe de focalisation conduit à la réalisation sans délai d'une PL afin de préciser les caractères cytologiques, chimiques et bactériologiques du LCR. En cas de signe de localisation, la PL sera précédée par une TDM cérébrale pour éliminer une pathologie bien sûr expansive avec un effet de masse. Donc, les contre de la PL-indications généralement sont connus. C'est l'existence d'une HIC, trouble de la conscience, signes neurologiques focaux, trouble de l'hémostase, infection focalisée au point d'injection. Donc, le liquide il est clair, hypertendu, au dos roche. Généralement, la cytologie elle est supérieure à 4 éléments. La chimie du LCR, dans ce cas, va permettre de visualiser plusieurs situations. Il y a une protéinurie quand elle est inférieure à 0,4 ou légèrement élevée et ne dépasse pas 1 gramme avec une glycémie normale. Et protéinurie quand elle atteint 1 gramme par litre avec une hypoglycémie. Donc ici, c'est la PL, syndrome liquidien technique de PL que vous allez apprendre au centre de simulation. Donc, il nous faut 3 tubes, bien sûr. Un tube qu'on envoie pour une étude cytobactériologique, un tube pour cytologique, un tube pour la bactério et un tube pour la chimie du LCR. Et bien sûr, on doit rechercher aussi les antigènes solubles dans le LCR, dans le sang et dans les urines par un examen de la mise en culture aussi du LCR sur un milieu spécifique, notamment surtout pour le listeria et la tuberculose qui nécessitent des milieux spécifiques. Et on termine, quand il y a le diagnostic n'est pas posé, on termine par une PCR. Donc, la démarche étiologique ici, je dois rechercher c'est quoi l'étiologie. Donc, je dois être très proche de mon malade. Je dois l'interroger, donc par un interrogatoire très minutieux. Donc, je dois rechercher l'âge, la profession, son statut vaccinal, la promiscuité, s'il y a un terrain associé, s'il y a des cas similaires, s'il y a des signes accompagnateurs, s'il y a la notion de prise des médicaments qui traverse la barrière hématoméningée, s'il y a la notion de contact tuberculeux, notion des orions, la maladie éruptive. Je recherche aussi la notion de consommation du lait ou des dérivés non pasteurisés, s'il y a un voyage dans zone d'endémie palustre, s'il y a un contact bien sûr avec les animaux, s'il y a une profession exposante, notamment les goutiers, le boueur vétérinaire, s'il y a un comportement bien sûr sexuel à risque qu'on doit rechercher à chaque fois. Donc l'examen clinique, pardon, je dois évaluer l'état de conscience, le score, scorer le malade selon le score de Glasgow. Je dois rechercher la notion de conviction généralisée ou focalisée et je dois rechercher la notion d'hallucination et les troubles mnésiques. Donc, je termine par un examen neurologique complet afin d'apprécier l'intégrité des paires crâniennes, de rechercher les signes déficitaires, la sensibilité superficielle et profonde, les troubles respiratoires, les troubles hémodynamiques. Je dois compléter par un examen complet, notamment un examen pleuropulmonaire, la recherche d'une toux chronique hémoptysie, syndrome de condensation, un examen cardiovasculaire, un examen de revêtement cutané, un examen des aires ganglionnaires, la recherche des adénopathies périphériques, surtout quand elles sont bilatérales, ça peut orienter vers une étiologie virale, un examen hépatodigestif, notamment splénomégalique, qui peut nous orienter vers une étiologie bactérienne, ou bien surtout une méningite à meningo au tout début par une splénomégalie, ou bien une cytolyse hépatique, un examen oral, bien sûr, à la recherche d'une otite, d'une sinusite, ou bien d'une angine, et ou bien surtout d'une parodontie. Donc, la TDM cérébrale, je dois, bien sûr, quand il y a une association des signes
neurologique sans contre-indication à l'APL, ou bien avec contre-indication pardon, à l'APL. Donc, je dois procéder à une TDM ou bien une IRM, à la recherche d'un abcès du cerveau qui peut m'orienter vers une listériose. Si je trouve des tuberculomies ou bien une hydrocéphalie, ça peut m'orienter vers une tuberculose. Si je trouve une hypodensité temporale et même frontale, unie ou bilatérale, ça peut m'orienter vers une méningo-encéphalie tuberculose qui démontre une nécrose unie ou bilatérale. Je dois continuer avec une hémoculture, c'est-à-dire à la recherche surtout quand il s'agit d'une infection bactérienne décapitée ou bien quand il s'agit de listériose qui peut se positiver dans plus de 70% des cas. Je dois rechercher aussi la porte d'entrée, un EG et une NFS, une numération formée sanguine, et je complète par un bilan inflammatoire qui me permet de différencier entre une méningite bactérienne et une méningite. Je dois rechercher aussi l'hyponatrémie qui peut m'orienter vers certains germes, notamment le listeria, la tuberculose, le West Nile ou bien le TBU, une radiothorax bien sûr à la recherche d'une miliaire, caverne, et je termine par les sérologies qui sont selon le contexte épidémiologique. Un BK aussi par tubage, BK dans les urines, un frottis goutte épaisse, et je termine bien sûr par une IDR qui n'est pas un bon élément d'orientation. Donc on va procéder maintenant aux étiologies. On va commencer d'abord par virale, parce que plus de 90% des méningites à liquide clair sont des méningites virales. On va commencer par les méningites de cause urgente, qui nous posent un problème de diagnostic et qui nécessite un traitement en urgence. C'est la méningoencéphalite herpétique, qui est la plus fréquente des méningoencéphalites aiguës graves dans le monde occidental, et du fait une urgence diagnostique et thérapeutique. Car l'évolution spontanée, elle est gravissime, la mortalité associée est très élevée en absence de traitement, et séquelles graves pour le sujet survivant. Donc, il peut s'agir d'une primo-infection, d'une réactivation de virus, le plus souvent du type 1. L'herpès virus type 2 est à l'origine des méningites récurrentes bénignes, dites méningites de Mollari. Elle touche souvent l'enfant et l'adulte jeune immunocompétent. Donc, après un début qui est rapide, généralement 48 heures, une fièvre qui s'installe, 40 degrés, trouble bien sûr du caractère du comportement, hallucination, une trouble de mémoire, syndrome frontal, une obnubilation qui peut aller jusqu'au coma, mais surtout l'hémiplégie et des crises convulsives. Et on trouve aussi des hallucinations. Donc le LCR, on trouve une réaction lymphocytaire qui ne dépasse pas les 500 éléments, avec une hyperprotéinorachie qui ne dépasse pas 1 gramme, la glycorachie est souvent normale. La PCR, elle est très étule, et c'est les premiers examens qui sont positifs dès le début des signes neurologiques. Elle reste positive durant les 5 premiers jours du traitement pour décroître progressivement jusqu'au 15e jour. Donc, il y a la TDM cérébrale. Initialement, elle est normale, puis elle démontre des lésions hyperdenses frontotemporales, unilatérales, prenant plus ou moins le produit de contraste avec un œdème périlésionnel. Il y a l'IRM aussi qui permet un bilan lésionnel plus précis, plus précocement anormal que la TDM. Il évalue bien sûr l'extension des lésions, notamment l'atteinte des noyaux amygdaliens. Il y a un EEG, on termine par la recherche des pointes et des ondes lentes pseudo-temporales, et on termine par un traitement par la cyclovir. Ici, c'est des images qui démontrent l'année hémorragique. Voilà, c'est l'image. Ici, il y a l'image qui est soulignée de nécrose. En deuxième, c'est la méningite méningoencéphale rabique. Comme vous allez aborder le cours de la méningite de la rage, donc on ne va pas s'étaler. On trouve la notion de morsure par un chien ou bien un chat. Le tableau clinique, c'est un tableau d'excitation psychomotrice avec des hallucinations, convulsions, et la mise en évidence de virus dans le LCA, la salive, avec les appositions cornéennes. L'évolution, donc c'est une maladie létale à 100%. L'évolution, elle est donc le troisième virus qui urge et qu'on doit l'identifier, c'est la primo-infection à VIH et qui peut se révéler par une méningite. Le tableau clinique est comparable à celui du méningite virale aiguë bénigne d'évolution favorable. L'encéphalite à VIH est une manifestation tardive de l'infection, se traduisant par un syndrome démentiel progressif.
Donc le diagnostic qui se pose par l'antigénémie P24, la sérologie ELISA, mais tout test positif doit être confirmé par un Western blot et la charge virale. Il y a le virus West Nile aussi, parce que je parle uniquement des virus qui existent ici en Algérie, enfin qu'on a ici en Algérie. Donc, après une incubation qui ne dépasse généralement pas 14 jours, une fièvre, un syndrome pseudo-grippal, une faiblesse musculaire généralisée, des signes digestifs et des céphalées. Donc, on note aussi des signologies qui comprennent en plus des signes de méningite avec atteinte d'hypercranienne, une fréquence élevée des mouvements anormaux. Et généralement, c'est un virus comme la virémie est très faible, elle est généralement, comment dirais-je, elle est fugace. Donc le diagnostic est posé par la sérologie. Le LCS, il n'y a pas de particularité. Généralement, une pliocytose avec une moyenne qui dépasse une médiane de 100. Et la brièvité, bien sûr, de la virémie, je vous ai dit, qui nous impose, bien sûr, de pratiquer la sérologie. Donc, une méningite méningo-encéphalitatique, tick-borne encéphalitis en Europe, plus importante arbovirose européenne. Donc, le LCS, il démontre une pliocytose modérée, le plus souvent polynucléaire neutrophile, au tout début de l'atteinte méningée, la glycorachémie normale, avec une inconstante élévation des protéines qui peut aller jusqu'à 2 grammes. Donc, le diagnostic est posé soit par la sérologie, soit par la PCR. Après, on va passer aux causes moins urgentes, notamment les méningites virales aiguës Benigni, dont le diagnostic est posé sur un contexte épidémiologique, notion d'épidémie, des cas similaires, une éruption fébrile, cliniquement le début est rapide, mais après un début rapide, syndrome méningé, syndrome pseudo-grippal, aucun signe de gravité. Le LCS, on trouve une lymphocytose avec une glycorachie normale et une albuminorachie modérément élevée. Et l'évolution, généralement, elle est favorable. Pourquoi par la méningite AEBV? Parce que c'est la plus fréquente ici à Batna, sur un travail de ma thèse. Donc, c'était le deuxième virus, enfin le deuxième germe après la tuberculose. Donc, c'est une complication neurologique de la mononucléose infectieuse. Complications précoces, beaucoup moins fréquemment de réactivation virale. Elle se résume dans la majorité des cas, une méningite lymphocytaire banale, comme en témoigne la fréquence des anomalies retrouvées dans le liquide cérébrospinal. Donc, on trouve généralement un syndrome mononucléosique, une cytolyse hépatique qui est rare dans les formes cholestatiques, et le diagnostic qui se pose par les anticorps anti-VCA ou bien la PCR, et le pronostic généralement. Le deuxième méningite virale bénigne, c'est l'entérovirus, qui a un quadruple tropisme intestinal, nerveux, respiratoire et musculaire. On a les entérovirus non poliomyélitiques, notamment les écovirus et le coxsackie-virus, le B, qui a été responsable d'une épidémie saisonnière chez les enfants à Batna en 2003. Ils peuvent donner une méningite, bien sûr, à liquide clair, lymphocytaire bénigne, exanthème, rubeoliforme, adénopathie cervicale, et la PCR dans le pharynx ou bien dans les selles de la phase aiguë permet de poser le diagnostic. Pour les virus poliomyélitiques, donc c'est une méningite aiguë à liquide clair d'évolution favorable sans paralyser, mais on recherche un séjour en zone à risque, on doit évaluer le statut vaccinal et le diagnostic est posé par l'isolement du virus dans le LCS, les selles pendant 2 à 3 mois ou bien la PCR dans le LCS. Il y a le troisième virus, c'est le virus ourdien, c'est la méningite lymphocytaire aiguë et fréquente. Le plus souvent, elle est infraclinique, parfois elle résume la maladie. S'associe à une atteinte encéphalitique dans 10% des cas, ou bien elle peut se manifester par un tableau polyradiculite. Elle peut survenir en même temps avec la parotidite ou 2 à 3 semaines plus tard. Parce que vous allez aborder le cours de la rougeur, donc on ne va pas s'étaler là-dessus, qui peut donner un tableau d'encéphalite aiguë de la période éruptive, 3 à 6 jours après l'éruption. Donc le diagnostic, il repose sur la sérologie ou bien sûr par la PCR et certains signes qui associent notamment la notion de comptage et le signe de...
Il y a la rubéole qui est rare, qui se manifeste par des adénopathies généralement, avec une petite fièvre. Les adénopathies sont, la majorité des cas sont bilatérales et occipitales. Le tableau neurologique qui se manifeste au tout début ou bien 3 semaines après, avec un tableau de convulsion, trouble de la conscience et des mouvements anormaux. Et le diagnostic doit se faire sur un sérologie qui se pratique dans un même laboratoire avec le même technicien. Et le pronostic, généralement, il est réservé. Il y a les virus grippaux qui sont également été rapportés comme une complication rare mais grave des infections virus influenza en rapport avec les souches endémiques ou onzotiques telles que le H5N1. Elles peuvent aussi se rencontrer au cours d'un tableau clinique rare, souvent mortel, appelé grippe maligne. Donc le LCL3 est souvent normal, les cultures sont négatives. Et le G, généralement, il est rarement normal. L'imagerie est souvent normale au début, mais elle peut démontrer un œdème bilatéral. Il y a la méningoencéphalite à virus varicella zona qui peut se venir surtout chez les sujets immunodéprimés ou bien les sujets âgés ou bien compliquent un tableau de varicelle. Donc, le diagnostic est posé devant l'apparition des troubles neurologiques avec une éruption cutanée qui est typique. La PCR elle est positive uniquement dans un tiers des cas. Et la mise en évidence d'une sécrétion intrathécale d'anticorps antivirus varicella zona permet de poser le diagnostic. Donc ici, comme la méningoencéphalite herpétique, elle nécessite un traitement par l'aciclovir à forte dose, 15 mg, toutes les 8 heures pendant 10 à 21 jours. C'est une corticothérapie. Il y a le coronavirus qui est un germe ubiquitaire et c'est le virus d'actualité. Il y a 4 souches bénignes qui ont été identifiées depuis des décennies, notamment le O743, le 229E, le NL63 et le HKU1. En 2003, il y a en Chine le SARS-CoV qui était responsable de syndrome de détresse respiratoire aiguë. 2012, c'est le MERS-CoV et 2019, c'est le SARS-CoV-2. Donc, l'implication neurologique des coronavirus reste largement à démontrer. Sous nos contrées, à Batna, il y a 18 cas qui ont été responsables des encéphalites au cours de mon travail de thèse. Donc ici, ce sont 144 cas d'encéphalite. On a pu identifier 78,8, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 111 cas qui ont au moins un agent microbien, sur les 73 ayant au moins un virus, et sur les 73 virus, on a trouvé 18 coronavirus. Il y a méningite adénovirus. Certains, bien sûr, sérotypes qui sont responsables d'épidémies, généralement, exceptionnellement, qu'on trouve une encéphalite ou bien une méningite à adénovirus. Mais sous nos contrées, au cours d'un travail aussi de thèse, on a découvert ici, il y a 6 cas, ici à Batna, qui étaient associés à un tableau d'encéphalite à adénovirus. Donc, le diagnostic recherche les anticorps spécifiques ou bien le virus peut être la PCR. Donc, autre virus, il y a le virus la chorio-méningite lymphocytaire, chikungunya, il y a la dengue, il y a le virus Toscana, qu'on n'a pas ici, qu'on n'a pas en Algérie, détecté ici. Après, on va passer rapidement aux étiologies bactériennes. Il y a certaines méningites bactériennes se présentent sous forme de méningite à liquide clair de nature lymphocytaire polynucléaire ou formule mixte. Dans la plupart des cas, il y a la l'albuminorachie qui est très élevée, la glycorachie qui est basse et la CRP et la procalcémie qui sont très élevées. Donc, elles sont graves et urgentes et doivent être évaluées. La méningite tuberculeuse, devant sa fréquence, devant la recrudescence du VIH, devant l'endémicité de cette affection en Algérie, devant son polymorphisme clinique qui, surtout, qui peut nous poser un problème de diagnostic, surtout le retard au diagnostic. Et elle doit être évoquée devant l'absence de la cicatrice de BCG, devant la notion de comptage ou bien antécédent de tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire et devant un terrain d'immunodépression. Donc il y a la méningite tuberculeuse, donc elle se manifeste soit sous un tableau de méningite ou bien sous un tableau de méningoencéphalite subaiguë avec une altération des fonctions supérieures, voire un syndrome confusionnel, ou bien méningoencéphalite basilaire avec une atteinte bien sûr au 3e, 4e et 7e paire crânienne. La méningite survient aussi cette méningite survient dans le cadre d'une miliaire ou d'une.
Donc, l'hyponatrémie, on la trouve généralement par sécrétion inappropriée d'ADH. Le LCS, on trouve, c'est lymphocytaire, cellularité modérée, avec une hyperprotéinurie, une hypoglycurgie. On trouve les barres à la coloration de zèle qui est très souvent positif, et surtout ça demande une grande quantité de liquide céphalorachidien et un bon technicien. Une culture du LCS qui demande aussi un temps, 3 semaines à 6 semaines. La PCR, elle est peut permettre un diagnostic rapide, mais elle a une mauvaise valeur prédictive négative. Donc, la TD peut objectiver du tuberculome, une hydrocéphalie, une vascularite, complications vasculaires. La radiothorax, on doit rechercher la miliaire du tuberculome plurisible. Fond d'œil aussi, à la recherche, bien sûr, du tubercule choroïde de Bouchu. Et on doit rechercher aussi d'autres localisations secondaires. Donc, le traitement du tuberculose, au moindre doute, sans attendre les résultats de la culture, associé à la corticothérapie, le pronostic il est souvent réservé. Les complications peuvent se manifester par soit un tableau d'HIC, une épidurite, vascularite, une hydrocéphalie, et les séquelles, généralement, c'est la cécité, bien sûr, paralysie oculomotrice, un déficit moteur, une commercialité aussi avec des troubles. La deuxième méningite, c'est la méningite listérienne qui survient sur... c'est une bactérie à tropisme intracellulaire, remarquable par sa possibilité de multiplier à basse température, sa résistance aux nombreux agents physiques et chimiques. Donc, la contamination se fait par la consommation des crudités, des charcuteries, des fromages non pasteurisés. Le tableau typique est celui de la rhomboencéphalite avec atteinte d'hypercrânienne. Le LCS, il est clair, avec une hypercétose généralement panachée, albuminorachie augmentée, hypoglycérachie. Les hémocultures ici, leur positivité dépasse 50% des cas. Et on doit pratiquer une TDM ou INRM, la recherche des micro-abcès qui sont diffus, parfois les normales. Et le diagnostic est posé, bien sûr, soit par la PCR dans le LCS, les hémocultures. Donc, il y a la méningite bactérienne décapitée. C'est la plus fréquente devant la prise aveugle des antibiotiques qui vont abattre, bien sûr, le tableau clinique qui devient atypique par des antibiotiques qui traversent bien la barrière méningo-cérébrale. Donc, ici, le LCS est à prédominance des PNN altérés ou intacts avec une hypoglycurgie plus ou moins franche, absence des germes, à l'examen direct et à la culture. Le diagnostic est suspecté devant la notion de prise des antibiotiques qui traverse bien la barrière, l'existence d'une porte d'entrée ou de localisation secondaire à distance, notamment en foyer ORL, pulmonaire ou bien des signes cutanés. Donc le diagnostic doit être apporté par la recherche des antigènes solubles, par les particules de latex ou bien par la contre-immunoélectrophorèse. Méningite purulente à son début, c'est le cas de la méningite à l'hystéria ou bien méningite à meningo, ou certaines formes graves de méningite purulente avec une bactériémie. Quelquefois, l'étiologie peut donner un LCR clair, une cytologie qui est peu élevée avec des PNN souvent non altérés, l'albuminorachie subnormale avec une hypoglycurgie. Donc, il y a la réaction piriforme aseptique du LCS. Donc, ici, une réaction méningite secondaire, une infection bactérienne au contact des méninges, une thrombophlébite ou un abcès du cerveau. Il y a signe d'H ici, les convulsions ici en foyer, le LCS ici clair avec cytologie modérément panachée à prédominance des PNN altérés, non altérés, avec une hyperalbuminorachie, l'hypoglycurgie. Donc la culture elle est stérile et c'est ici, ça nous oriente vers un bon examen ORL surtout, et la TDM et l'IRM ici qui pose le diagnostic. Le traitement sera ici c'est des images qui démontrent réaction, ici à côté c'est l'OPM, ici un abcès méningite au cours de leptospirose. Donc la leptospirose, comme vous allez l'aborder comme un cours, donc on ne va pas s'étaler là-dessus, mais elle doit être posée devant un contexte épidémiologique particulier, notamment des bains en eau douce ou bien une profession exposée,
Et cliniquement, toujours après un début brutal, il y a l'association des 5 syndromes. Il y a l'exanthème emboliforme, le syndrome algique, injection conjonctivale, et le syndrome hépato-rénal. Le syndrome méningique clinique, il est inconstant avec un LCS, une pliocytose lymphocytaire, parfois panachie, une protéinorachie modérée, sans hypoglycorachie. Donc la PCR, dans le LCR, peut poser le diagnostic ou bien la culture, surtout au 5e jour et 12e jour au niveau des urines. La sérologie aussi par la microagglutination de Martin avec un titre qui dépasse le 1 sur 100. Il y a la méningite brucilienne. Il y a la méningite brucilienne, notion exposée devant la notion de comptage ou bien une profession exposée. L'atteinte neuroméningée, surtout à la phase focalisée, à ce stade, les hémocultures sont négatives. Donc, la recherche de sérologie de Wright dans le LCR est supérieure à 1 sur 32 et la comparaison LCS, le Wright dans le LCR et dans le sang. Il y a aussi la méningite au cours des qui ira. Il y a la méningite au cours de la maladie du Lyme qui doit être évoquée devant une notion de morsure parentique, notion d'un érythème chronique migrant et une atteinte d'autres organes, notamment la peau, l'articulation et paralysie faciale. Et le LCS est normotendue avec une réaction cellulaire modérée, la protéinorachie est élevée, la glycorachie est normale. Le diagnostic se pose par la sérologie de LCS. Donc il y a la méningite à mycoplasme, donc, qui doit être évoquée surtout chez l'enfant et les personnes âgées. Peut se manifester par un tableau de méningoencéphalique avec une atteinte respiratoire qui précède les manifestations neurologiques. On trouve une hémolyse et la sérologie, la PCR peut confirmer le diagnostic. Il y a aussi la méningite au cours de la syphilis qui survient généralement à 30 ans après un chancre non traité. Donc, la méningite aiguë polysymptomatique accompagne les lésions cutanées de la syphilis secondaire et parfois même avant la disparition du chancre, elle réalise une méningite lymphocytaire. Donc, le diagnostic il doit être posé devant la présence d'un chancre syphilitique avec une atteinte multiviscérale et l'évolution est soit spontanément favorable ou elle évolue vers la neurosyphilis tertiaire ou les lésions de méningite chronique qui sont fréquentes, notamment la syphilis méningo-vasculaire. Donc, le diagnostic, il est posé par la TPH et le VDRL dans le SCR et dans le sang. Pour les étiologies parasites, là-dessus sur le neuropalu, parce que vous l'avez abordé qu'en cours. Donc, c'est l'apanage généralement de Plasmodium falciparum chez un sujet non humain. Il survient souvent brusquement ou après plusieurs manifestations palustres non reconnues comme telles ou en cas d'un traitement tardif ou inadapté chez un sujet en retour d'une zone d'endémie palustre qui n'a pas pris sa chimioprophylaxie, se manifeste par un coma d'intensité variable, des convulsions, syndrome méningé, des signes de gravité qui doivent être recherchés, ces signes de gravité selon l'OMS, et le LCR, on note une hyperlymphocytose modérée avec une légère hyperprotéinorachie et le frottis sanguin, la goutte épaisse ainsi que la PCR permet de poser le diagnostic. Il y a la toxoplasmose, ce qui est une parasitose fréquente et cosmopolite qui est due à un protozoaire, notamment le Toxoplasma gondii, qui réalise un tableau de méningoencéphalite lymphocytaire chez un immunodéprimé, surtout en cas d'HIV avec un taux de CD4 inférieur à 200 éléments par millimètre cube et qui se manifeste en dehors des céphalées par un tableau de somnolence, des crises commerciales et un syndrome déficitaire variable. Donc, c'est le plus souvent, c'est une réactivation des kystes latents. La TDM et l'IRM, objectif des images multiples des abcès cérébraux avec un aspect oncocarde typique. Donc, le seul argument diagnostique reste l'évolution favorable sous un traitement d'épreuve, notamment la pyrimétamine et la sulfadiazine associée à l'acide folique. Donc, autre cause, il y a l'amibiase qui est une localisation exceptionnelle, il y a cysticercose. C'est où on va pathologie musique, il y a la crypto qu'on doit évoquer. Son incidence a notamment augmenté avec l'épidémie de VIH. Elle survient lorsque les lymphocytes CD4 sont inférieurs à 100 éléments par millimètre cube. Cliniquement, le syndrome méningé est inconstant, il peut se limiter à des céphalées. Et les signaux encéphaliques peuvent se limitent généralement à des troubles de la conscience ou bien de confusion.
Donc la PL elle est pratiquée après élimination d'une toxoplasmose cérébrale par une TDM. On trouve une lymphocytose généralement modérée, mais son absence n'élimine pas le diagnostic. On peut trouver un LCR tout à fait normal. Donc la présence des levures encapsulées après coloration d'encre de Chine, ou bien la poussiculture, ou bien la recherche d'antigènes solubles dans le LCR et les urines et le sang, pose. En deuxième, il y a la candidose neuroméningée qui est rare, bien sûr, survient chez un sujet immunodéprimé et qui se manifeste par un tableau de méningite chronique chez des sujets qui sont prédisposés. Donc le diagnostic il repose sur les zones. Autre cause, il y a des causes tumorales, inflammatoires immédiates. Il y a certains, donc notamment le nouveau-né. Il y a le syndrome méningé qui est au deuxième plan, les signes généraux, hypotonie, tension des fontanelles, des cris incessants. Et le LCR, on le trouve normal avec un taux de globules blancs inférieur à 40, protéinorachie inférieure à 1 par litre. Il y a le nourrisson ici, les signes qui peuvent être aspécifiques, c'est généralement tableau respiratoire, digestif. Il n'y a pas parfois de syndrome méningé, mais la raideur de la nuque, elle peut se faire remplacer par une hypotonie avec nuque molle. Donc la fontanelle antérieure est bombée et la ponction lombaire est systématique chez un enfant fébrile moins de 3 mois. Pour la personne âgée, donc, se manifeste généralement par un tableau, un état infectieux, c'est généralement une fièvre importante avec altération de l'état général, un tableau neuropsychiatrique, l'atteinte méningée apparaît en général après une phase prodromique durée variable et surtout se manifeste aussi par un délire, une désorientation temporose partielle avec une indifférence. Donc je permets de conclure et de dire que la méningo-encéphalite à liquide clair pose toujours un problème de diagnostic étiologique vu la diversité de ces dernières. Leur évolution peut être spontanément favorable, mais peuvent aussi être mortelles ou à l'origine des séquelles neurologiques graves. Donc la méningoencéphalite herpétique doit être toujours recherchée et traitée. La méningoencéphalite tuberculeuse et liystérienne aussi sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Et l'étude du LCS reste la clé du diagnostic des méningoencéphalites à liquide clair. Par conséquent, c'est-à-dire pose un problème d'urgence thérapeutique. Donc ici, un arbre décisionnel, quand les éléments cellulaires dépassent les 10 éléments, des éléments, on doit voir si la réaction est lymphocytaire ou APNN. Si elle est lymphocytaire plus de 50 éléments, donc on doit rechercher l'étiologie selon la glycorachie. Si la glycorachie est inférieure à 0,5, donc c'est des germes qui ont consommé le glucose. Donc on va penser surtout aux germes intracellulaires, notamment la tuberculose et le listeria. Donc le diagnostic est posé par un examen direct. Si on trouve un bar, donc c'est la tuberculose. Si on trouve un bacille gram positif, c'est la listériose. Et on traite selon l'étiologie. Mais si la glycorachie elle dépasse 0,5, donc on va être orienté vers l'étiologie selon l'albuminorachie. Si l'albuminorachie est inférieure à 1 gramme, donc c'est des méningites virales. Si elle dépasse 1 gramme, si elle dépasse 1 gramme plus d'essais neurologiques, ça peut orienter vers une méningoencéphalite herpétique. Donc, un EEG, une TDM, une IRM et la séquence. Je reste à votre disposition, je reste à votre écoute. Donc, voici mon mail. Si vous avez des questions, vous avez des incertitudes sur certains éléments, n'hésitez pas à me contacter. C'est ça.